Bonjour à tous et bienvenue dans cette 14e vidéo du Calendiary. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo toute cosy, j'allais dire tout au chaud, mais pas du tout, je suis morte de froid, il fait 12 degrés dans mon appartement. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sort du lot et on va enfin parler de littérature. Enfin, on va pas parler de littérature, mais je vais vous lire tout simplement les 14 premières pages de mon livre préféré. Vous vous en doutez, c'est un livre de Stephen King. Il s'agit de Salem, donc de Stephen King, qui est classé dans la catégorie horreur, même terreur. Et c'est un livre que j'ai lu quand j'étais au lycée, il me semble, et c'est le premier livre que j'ai lu de Stephen King, et il m'a vraiment subjuguée, il m'a fascinée, et ça a lancé ma folie et ma passion pour cet écrivain. J'ai d'ailleurs vu qu'il y a un film Salem, donc tiré du roman, qui va sortir l'année prochaine, en 2023. Voilà, à tout hasard, je suis tombée là-dessus. En faisant une recherche pour voir si je pouvais vous mettre une petite vidéo en fond du film. Du coup, vous avez moi, petite mise en abîme. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble les 14 premières pages de ce livre. Je vais vous les lire. Et voilà, ça peut vous faire un petit podcast, ça peut vous faire comme une petite méditation du soir, à la place de votre vidéo habituelle d'ASMR, ou tout simplement un petit podcast pendant que vous faites je ne sais quoi. J'espère que cette vidéo vous plaira, parce que je trouve ça très intéressant de faire ça. J'avais envie de faire ça depuis un petit moment. Je vous embarque avec moi dans l'univers de Stephen King. Alors, nous sommes donc sur Salem, traduit de l'américain par Christiane Taulier et Joanne Bernard. C'est un livre qui est paru 1977. Prologue. Mon ami, que cherches-tu? Après de longues années d'errance, tu reviens, la tête pleine d'images, recueillie sous des cieux étrangers, loin de ta patrie. Georges Séféris. C'est le père et le fils, se disait-on en les voyant. Ils traversaient le pays en diagonale, nord-est, sud-ouest, dans une vieille Citroën. Ils ne se hâtaient pas, faisant halte ici ou là pendant un jour ou une semaine, et empruntant de préférence les routes secondaires. Partout où ils s'arrêtaient, l'homme achetait un journal du Maine, le Courrier de Portland, et regardait s'il s'y trouvait quelques nouvelles d'une petite ville du nom de Jerusalem Slot. Cela arrivait de temps en temps. Un peu avant d'avoir atteint Central Falls, Rhode Island, il écrivit, dans des chambres de motel, le canevas d'un roman et l'expédia à son agent littéraire. Il avait été, il y avait de cela des millions d'années, avant que les ténèbres eussent obscurci sa vie, ce qu'on peut appeler un écrivain à succès. L'agent communiqua le projet à l'éditeur qui avait publié son dernier livre. Celui-ci manifesta un intérêt poli, mais d'argent il ne fut point question. « Tout ce qu'il vous permette de sortir, c'est « s'il vous plaît et merci », dit l'homme à l'enfant. Il le dit sans trop d'amertume, et cela ne l'empêcha pas de se mettre à l'ouvrage. L'enfant ne parlait pas beaucoup. Son visage gardait une expression douloureuse, et son regard était comme assombri par quelques tristes paysages intérieurs. Dans les restaurants et dans les stations-service où il faisait halte, il était poli mais sans plus. On avait l'impression qu'il ne voulait pas perdre l'homme de vue, un instant, et que le seul fait de le voir disparaître dans les toilettes le rendait anxieux. L'homme essayait parfois d'évoquer Jerusalem Slot, mais l'enfant refusait d'en parler et ne jetait jamais un regard sur les journaux que l'homme laissait traîner à dessein sous ses yeux. Le livre fut écrit au bord de la mer. Il s'était installé dans un petit bungalow en bordure de la plage, loin de la route. Ils nageaient tous les deux pendant des heures. Le Pacifique était plus chaud que l'Atlantique, plus amical. Aucun souvenir n'y était attaché. Le corps de l'enfant devint tout doré. Ils faisaient 3 repas par jour et avaient un toit au-dessus de leur tête. Mais l'homme se posait des questions. Il avait pris la responsabilité de ce jeune garçon, et s'il ne s'inquiétait pas pour ses études, l'enfant était intelligent et apprenait facilement, comme cela avait été son cas au même âge. Il se demandait en revanche s'il était bon pour lui de faire comme si Salem n'existait pas. L'enfant criait parfois dans son sommeil et rejetait ses couvertures. Une lettre arriva de New York. L'agent littéraire annonçait à l'homme que Random House lui offrait une avance de 12 000 $ et qu'une vente en club était pratiquement assurée. Donnait-il son accord? Il le donna, quitta le garage où il travaillait et passa la frontière en compagnie de l'enfant. Los Zapatos, les chaussures, nom pour lequel l'homme éprouvait une secrète prédilection, était un petit village situé non loin de l'océan. On y voyait peu de touristes. Les routes étaient mauvaises, il fallait faire 8 km pour apercevoir l'Atlantique, et l'intérêt historique du site était nul. La gargote du coin était infestée de cafards, et l'unique putain était une aïeule d'au moins 50 ans. 1 ou 2 fois par mois, pas toujours ensemble, l'homme et l'enfant allaient à la messe dans la petite église de la ville. Ni l'un ni l'autre ne comprenaient le sens de la cérémonie, mais ils y assistaient tout de même. L'homme s'assoupissait quelquefois dans la chaleur accablante qui régnait à l'intérieur de l'église, bercé par le rythme régulier des chants. Un dimanche, l'enfant alla trouver sous la véranda branlante l'homme qui était en train de travailler à son nouveau roman, et lui dit d'une voix hésitante qu'il songeait à se faire baptiser et qu'il en avait parlé au curé. L'homme hocha la tête et lui demanda s'il connaissait maintenant suffisamment l'espagnol pour pouvoir poursuivre un enseignement religieux. L'enfant lui dit qu'il pensait qu'il n'y aurait pas de problème.
Une fois par semaine, l'homme faisait 60 km pour se procurer le courrier de Portland. Les seuls numéros qu'il trouvait étaient en général vieux de 8 jours et tout pisseux. Il revint d'une de ses expéditions avec un journal qui présentait à la une un grand article sur Salem et une ville du Vermont du nom de Mommsen. Le nom de l'homme était mentionné dans le cours du récit. Il laissa le journal sur la table sans espérer spécialement que l'enfant le regarderait. L'article lui avait donné un choc. Il semblait que tout ne fût pas fini à Salem. L'enfant vint le trouver le lendemain, le journal à la main, avec la manchette en évidence. « Une ville fantôme dans le Maine ?»« J'ai peur, dit-il. »« Moi aussi, » répondit l'homme. « Une ville fantôme dans le Maine ?» de notre envoyé spécial John Lewis. Jérusalem Slot. Jérusalem Slot est une petite ville située à l'est de Cumberland et à 20 miles au nord de Portland. Ce n'est pas la première ville américaine dans l'histoire qui ait été désertée tout d'un coup, et ce ne sera probablement pas la dernière, mais c'est un cas des plus étranges. Dans le sud-ouest des États-Unis, les villes fantômes sont chose fréquente. On a vu des agglomérations naître en une nuit autour d'un filon d'or ou d'argent, et disparaître avec la même rapidité quand le filon était épuisé. Il ne restait plus aux magasins, aux hôtels, aux saloons, devenus brusquement déserts, qu'à tomber en ruine dans le silence. Mais en Nouvelle-Angleterre, le seul exemple d'une ville qui se soit vidée comme Jérusalem Slot, ou Salem, comme on dit là-bas, c'est une petite bourgade du Vermont du nom de Mommsen. Pendant l'été 1923, les 312 habitants de Mommsen se sont volatilisés. Les maisons et les quelques boutiques du centre-ville sont encore debout, mais elles n'ont pas été occupées depuis 52 ans. Dans certains cas, les meubles ont été enlevés. Mais la plupart du temps, les maisons sont encore meublées. C'est comme si, un jour semblable à tous les autres, un grand vent avait balayé tout le monde. Dans une des maisons, la table est dressée et décorée d'un bouquet de fleurs depuis longtemps fané. Dans une autre, le lit est ouvert, comme si quelqu'un allait s'y coucher. Dans le magasin de nouveautés, une pièce de tissu en décomposition est posée sur le comptoir et la caisse enregistreuse marque 1,22 $. Les enquêteurs ont retrouvé près de 50 $ intacts dans le tiroir caisse. Les gens de la région se plaisent à raconter l'histoire aux touristes et leur donnent à entendre que la ville est hantée. C'est ce qui explique, disent-ils, qu'elle soit restée inhabitée. Il y a à cela une raison plus vraisemblable. Mommsen est située dans un coin perdu, loin de toute grande route. Elle ne possédait rien que l'on ne puisse trouver ailleurs, si ce n'est son histoire insolite. On peut dire à peu près la même chose de Jérusalem Slot. Au recensement de 1970, Salem comptait 1319 habitants, 67 âmes de plus qu'au recensement précédent, 10 ans avant. C'est un petit bourg paisible où rien de notable ne s'était jamais passé. La seule date que les anciens aimaient à rappeler, lorsqu'ils se retrouvaient au jardin public ou autour de poêles dans le magasin d'alimentation de Milt Crossen, c'était 1951, l'année où une allumette imprudemment jetée avait allumé le plus grand incendie de toute l'histoire du Maine. Mais il y a un peu plus d'un an, il a commencé à se passer des choses inhabituelles à Jérusalem Slot. Les gens se sont mis à disparaître. La plupart d'entre eux n'ont pas vraiment disparu, bien sûr. Ainsi, l'inspecteur Parkins Gillespie vit avec sa sœur à Kittery. Charles James, le propriétaire du garage à côté du drugstore, gère maintenant une boutique dans les environs à Cumberland. Pauline Dickens est allée habiter à Los Angeles et Rhoda Curles travaille à Portland, à la mission St. Matthew. On pourrait continuer ainsi longtemps. Ce qui est très étrange cependant chez les gens que l'on a retrouvés, c'est que tous refusent ou sont incapables de parler de Salem et de ce qui a pu s'y passer. Parkins Gillespie s'est borné à regarder notre enquêteur et à dire en allumant une cigarette « J'ai décidé de partir, voilà tout ». Charles James a déclaré qu'il avait dû quitter la ville parce que ses affaires périclitaient, faute de clients. Polly Dinkins, qui avait travaillé comme serveuse pendant des années au café L'Excellent, n'a pas répondu à notre lettre, et Miss Curles refuse de dire le moindre mot sur Salem. Si on s'est déjà retrouvé confronté à ce genre d'énigmes, et si on pousse un peu l'enquête, on s'explique assez bien certaines disparitions. Un agent immobilier du nom de Lawrence Crockett, qui a disparu avec sa femme et sa fille, a laissé derrière lui bon nombre de transactions foncières et d'affaires commerciales hasardeuses. Il s'est livré notamment à une vaste spéculation sur le terrain où on construit actuellement le grand centre commercial de Portland. Les McDougall, qui comptent aussi parmi les disparus, venaient de perdre un bébé, et peu de choses les retenaient à Salem. Ils pourraient être n'importe où. D'autres sont à classer dans la même catégorie. Selon Peter McPhee, le commissaire principal de l'État, nous lançons des avis de recherche pour un grand nombre d'habitants de Jérusalem Slot. Mais ce n'est pas la seule ville du Maine où on ait constaté des disparitions. Prenons le cas de Royce McDougall. Il devait de l'argent à une banque et à 2 compagnies financières lorsqu'on l'a perdu de vue. À mon avis, ce n'est qu'un petit truand qui a trouvé la combine pour s'en sortir. Un jour ou l'autre, il se servira d'une des cartes de crédit qu'il a dans son portefeuille et les contrôleurs lui tomberont dessus à pieds joints. En Amérique, les personnes disparues ne se comptent plus. On vit dans une société axée sur l'automobile. Les gens mettent les bouts et se trimballent ailleurs tous les 2 ou 3 ans.
Ils laissent plus souvent des ardoises que leur adresse. Mais, si pertinentes que soient les réflexions du commissaire McPhee, il n'en reste pas moins que certaines questions ne trouvent pas de réponse. Henri Petrie, sa femme et son fils ont disparu. Et Monsieur Petrie, cadre de direction dans une compagnie d'assurance, n'a certainement rien d'un mauvais payeur. L'entrepreneur des pompes funèbres, la bibliothécaire et l'esthéticienne ne sont plus là non plus. La liste des absents est d'une longueur impressionnante. Dans les bourgades des alentours, la légende commence à prendre corps. On chuchote que Salem est hantée. Des gens croient voir clignoter, au-dessus de la ligne à haute tension qui alimente l'état du Maine, des lumières rouges ou vertes. Et si vous lancez l'idée que les habitants de la ville ont peut-être été enlevés par des extraterrestres, personne ne se moquera de vous. On a dit aussi que des jeunes gens s'étaient réunis pour célébrer des messes noires et avaient ainsi attiré le courroux divin sur cette petite cité sainte. Enfin, sans aller chercher des explications aussi surnaturelles, certains ont rappelé le cas de ces jeunes garçons disparus à Houston, Texas, il y a 3 ans environ, et retrouvés morts, victimes de crimes rituels. On n'est pas loin de trouver du sens à ces propos après s'être rendu à Salem. Il n'y a plus une seule boutique ouverte. La pharmacie Spencer a été la dernière à fermer ses portes en janvier. Le magasin d'alimentation Crosson, le magasin de meubles Barlow & Straker, la quincaillerie, le café L'Excellent et même la mairie, tout est bouclé. La nouvelle école primaire est vide, ainsi que le lycée construit en 1967. Les équipements scolaires et les livres ont été transférés dans des bâtiments provisoires à Cumberland, en attendant qu'un vote intervienne dans les autres villes du district. Mais il semble qu'il n'y ait aucun enfant à Salem pour commencer la nouvelle année scolaire. Pas un seul enfant, rien que des boutiques abandonnées, des maisons désertes, des pelouses en friche et des routes défoncées. Citons encore parmi ceux dont la police de l'État voudrait bien retrouver la trace, John Groffin, pasteur de l'église méthodique de Jérusalem-Slot, le père Donald Callahan, curé de Saint-Andrew, Mabel Wertz, une veuve qui jouait un rôle important dans les œuvres sociales et dans la vie paroissiale, Lester et Harriet Durham, employés tous les deux à l'usine Gates, Eva Miller, qui gérait une pension de famille. 2 mois après l'apparition de cet article, l'enfant fut baptisé. Il fit sa première confession et confessa tout. Le curé du village était un vieil homme à cheveux blancs. Son visage était strié de rides et tanné par le soleil. Mais ses yeux bleus d'Irlandais avaient un regard étonnamment vif et pénétrant. Quand l'homme se présenta chez lui, il était en train de boire du thé sous sa véranda. Debout à ses côtés se tenait un étrange personnage vêtu d'un costume de ville et dont les cheveux, divisés par une raie au milieu, étaient coiffés en arrière et gominés, comme sur les photos portraits des années 1890. Le compagnon du prêtre dit d'une voix ferme « Je suis Jésus de la Rey Munoz. Le père Gracon, ne connaissant pas l'anglais, m'a demandé de lui servir d'interprète. Qu'il me suffise de vous dire qu'il a rendu à ma famille un grand service, et que je m'engage à ne jamais parler à quiconque des choses dont il souhaite discuter avec vous. Cela vous convient-il ? Oui. » L'homme serra la main de Munoz et celle de Gracon. Gracon le salua en espagnol et lui sourit. Il n'avait plus que 5 dents, mais son sourire était chaleureux. Il demande si vous voulez une tasse de thé. C'est du thé vert, très rafraîchissant. Volontiers. Après quelques échanges d'amabilité, le prêtre dit « Cet enfant n'est pas votre fils. » Non. Il m'a fait une étrange confession. Dans toute ma vie de prêtre, je n'en ai jamais entendu de semblable. Cela ne me surprend pas. Il a pleuré, dit le père Gracon, après avoir avalé une gorgée de thé. C'étaient des larmes impressionnantes, des larmes qui lui venaient du fond de l'âme. Est-il possible... Oui, dit l'homme d'une voix égale. Il vous a dit la vérité. Gracon comprit sans que Munoz eût besoin de lui traduire. Son visage devint grave. Il se pencha en avant et, les mains jointes au-dessus de ses genoux, parla un long moment. Munoz écoutait avec intensité, tout en gardant un visage impassible. Quand le prêtre eut fini, il traduisit. Il dit qu'il se passe ici-bas d'étranges choses. Il y a 40 ans, un paysan d'El Gramiones lui a apporté un lézard qui poussait des cris de femme. Il a vu un homme avec des stigmates, les marques de la passion du Christ, et cet homme avait les mains et les pieds qui saignaient le vendredi saint. Idée que vous avez été mêlé à quelque chose d'obscur et de terrible, que c'est grave pour vous et pour l'enfant, particulièrement pour l'enfant, que cela ronge. Il dit... Gracon l'interrompit pour ajouter quelques mots. Il demande si vous vous rendez compte de ce que vous avez fait dans cette nouvelle Jérusalem. À Jérusalem-Slot, dit l'homme. Oui, je m'en rends compte. Gracon reprit la parole. Il demande ce que vous comptez faire. L'homme secoua lentement la tête. Je ne sais pas. Gracon dit encore quelques mots. Il dit qu'il va prier pour vous. Une semaine plus tard, l'homme s'éveilla d'un cauchemar, ruisselant de sueur, et appela l'enfant. Je retourne là-bas, dit-il. L'enfant pâlit sous son hâle. Viendras-tu avec moi ? Demande l'homme. L'enfant se mit à pleurer, et l'homme le serra contre lui.
Mais l'homme ne pouvait retrouver le sommeil. Il voyait des visages lui apparaître par instants dans l'ombre, comme au travers d'un brouillard neigeux, et quand un arbre tordu par le vent heurtait le toit, de ses branches, il sursautait. Jerusalem Slot. Il baissait les paupières, mettait son bras devant ses yeux, et tout lui revenait. C'était comme s'il voyait le presse-papier de verre, la neige qui tombait quand on le secouait. Jerusalem Slot, Salem. Première partie, Marsden House. Aucun organisme vivant ne peut subsister longtemps dans de bonnes conditions, sans échapper par moments à la réalité. Même les alouettes et les sauterelles rêvent, de la vie de certains. Hill House avait banni le rêve et se dressait, solitaire et maléfique, sur ce promontoire. Elle était là depuis 80 ans, et serait probablement encore là dans 80 ans. Les murs étaient droits, les briques bien assises, les planchers solides et les portes convenablement fermées. Le silence régnait dans la demeure, et l'être qui y marchait seul. Shirley Jackson, The Haunting of Hill House. Chapitre 1, Ben. Ben Mears roulait vers le nord sur l'autoroute. Quand il eut passé Portland, il sentit monter au creux de son ventre une excitation qui était loin d'être désagréable. 5 septembre 1975. L'été jetait ses derniers feux. Les arbres étaient d'un vert éclatant, le ciel d'un bleu à la fois vif et doux, et arrivé au niveau de Falmouth, il aperçut sur une route parallèle à la voie express 2 jeunes garçons portant une canne à pêche sur leur épaule, comme ils auraient porté une carabine. Une grosse BSA le dépassa en vrombissant. C'était un gamin en t-shirt qui conduisait. Il avait derrière lui une fille avec une veste rouge et d'énormes lunettes de soleil à verre miroir. La moto se rabattit un peu brusquement et il réagit de façon excessive en freinant à bloc et en appuyant comme un sourd sur l'avertisseur. La BSA prit de la vitesse. Le pot d'échappement lâcha un jet de fumée bleue et la fille fit un signe moqueur. Il ralentit et éprouva le besoin de prendre une cigarette. Ses mains tremblaient légèrement. La BSA était presque hors de vue maintenant. Elle roulait vite. Ces gosses, ces foutus gosses. Les souvenirs lui remenaient en foule. Des souvenirs tout proches. Il les écarta résolument. Il n'avait plus fait de moto depuis 2 ans. Il avait bien l'intention de ne plus jamais en faire. Il aperçut sur sa gauche quelque chose de rouge et sentit monter en lui une bouffée de joie quand, ayant regardé dans cette direction, il eut reconnu, perché sur une colline au-delà d'un champ de trèfle, la grande grange rouge surmontée d'une coupole peinte en blanc. À cette distance, il pouvait même voir les reflets du soleil sur la girouette. Elle était là autrefois et elle est encore là maintenant. Exactement la même. Peut-être que tout allait bien se passer après tout. Une rangée d'arbres, la grande grange rouge, avait disparu. À mesure qu'il approchait de Cumberland, de plus en plus de choses lui semblaient familières. Il traversa le Royal River, où, étant enfant, il avait pêché la perche avec le brochet. Il aperçut l'espace d'un instant, à travers les arbres, les lumières clignotantes du village, et repéra le château d'eau, sur lequel était inscrit en lettres énormes « Maine égale État vert ». Tante Cindy disait qu'on aurait dû mettre dessous « passer la monnaie ». Ben sentit croître son excitation et accéléra tout en guettant le panneau indicateur. Une dizaine de kilomètres plus loin, il le vit étinceler sous le soleil. Route 12, Jerusalem Slot, Cumberland, centre-ville. Une brusque tristesse s'abattit sur lui et sa bonne humeur disparut comme une flamme sous le sable. Il en était souvent ainsi depuis que, il écarta de son esprit le nom de Miranda, c'était arrivé, et il s'était accoutumé à lutter contre les idées noires, mais cette fois, elles s'étaient emparées de lui avec une telle violence qu'il se sentait incapable de les repousser. Pourquoi revenait-il dans cette ville où il avait passé 4 années de sa jeunesse? Pourquoi tentait-il de ranimer un passé irrévocablement mort? Les chemins tortueux de son enfance étaient probablement devenus des routes bien droites et bien asphaltées, des itinéraires touristiques jalonnés de pancartes et jonchés de boîtes de bière vides. La magie avait disparu, qu'elle fût noire ou blanche. En fait, elle avait disparu le soir où c'était arrivé. La moto qui échappe à tout contrôle, la camionnette jaune qui grossit, le cri de Miranda, sa femme, et puis le silence qui tombe d'un coup quand... Attention, sortie sur Salem. Pendant une seconde, il envisagea de poursuivre sa route vers Chamberlain ou Livingston, de s'y arrêter pour déjeuner et puis de rebrousser chemin. Mais pour aller où? Chez lui? Parlons-en. S'il s'était jamais senti chez lui quelque part, c'était bien ici, même si ça n'avait duré que 4 ans. Il mit son clignotant, ralentit et prit la rampe de sortie. Arrivé en haut, là où l'autoroute rejoint la route 12, qui plus près de la ville, prend le nom de Jointer Avenue. Il leva les yeux et ce qu'il vit eut sur lui un effet immédiat. Il freina des 2 pieds, de toutes ses forces. La Citroën tangua pendant quelques mètres et s'arrêta. Vers l'est, à la limite extrême de la vision d'une masse d'arbres, des pins et des sapins surtout, étagés sur des flancs d'une colline, semblaient se dresser contre le ciel.
On ne voyait pas la ville, rien que les arbres et au-dessus d'eux, un toit à pignons, le toit de Marston House. Il le regardait, fasciné. Son visage était animé d'une succession d'émotions contraires. « Elle est encore là », dit-il à voix haute. « Mon Dieu !» Il regarda ses bras, il avait la chair de poule. Il décida de contourner la ville, de passer par Cumberland et d'arriver à Salem par l'ouest, en prenant Burns Road. Il tourna à gauche sur Brooks Road, dépassa la grille de fer, forgée, et le mur de pierre du cimetière d'Harmony Hill, puis aborda la montée de Marston Hill. La route qui coupait à travers bois se dégageait aux abords du sommet. À droite, on apercevait distinctement la ville. Ce fut la première vision que Ben eut de Salem ce jour-là. Et à gauche, il y avait Marston House. Il se rangea sur le bas-côté et sortit de la voiture. La maison était toute pareille, rien n'avait changé, rien du tout. C'était comme s'il s'était trouvé là la veille. Une herbe haute et drue avait poussé dans la cour de devant, dissimulant des dalles fendues par le gel qui conduisaient à la véranda. Des grillons s'y cachaient et menaient grand tapage, tandis que de tous côtés bondissaient les sauterelles. La maison regardait vers la ville. C'était une immense bâtisse, pleine de tourelles et de pignons, et comme affaissée sur elle-même. Les fenêtres étaient fermées par des volets branlants, et l'ensemble avait cet aspect sinistre qu'ont les demeures depuis longtemps inhabitées. La peinture avait été rongée par les intempéries, et les murs avaient pris une couleur uniformément grise. Le toit avait perdu nombre de ses bardeaux, et s'était enfoncé et boursouflé du côté ouest, probablement sous l'effet d'une forte chute de neige. Une pancarte écaillée, défense d'entrée, était clouée au pilastre de droite. Il lui vint une envie impérieuse d'emprunter ce chemin envahi d'herbes folles, de voir les sauterelles s'échapper sous ses pas, de pénétrer sous la véranda, de jeter un coup d'œil dans l'entrée ou dans la pièce de devant à travers les volets disjoints. Peut-être d'essayer d'ouvrir la porte d'entrée. Et si elle était ouverte, d'entrer. Il avala sa salive et fixa la maison, sans pouvoir en détacher les yeux, comme hypnotisé. Le regard que la maison lui rendit était vide et indifférent, comme celui d'un idiot. Tu traverses le hall dans une odeur de plâtre humide et de papier peint en décomposition. Tu entends les souris gratter dans les murs. Il y a sûrement encore un tas de vieux trucs dans tous les coins. Tu ramasses quelque chose, un presse-papier par exemple, et tu le mets dans ta poche. Et puis au bout d'un hall, au lieu d'entrer dans la cuisine, tu tournes à gauche et tu montes l'escalier. Ton pied fait crisser la poussière de plâtre qui est tombée du plafond au long des années. Il y a 14 marches, 14 exactement. Mais la 14e est plus petite, tout à fait disproportionnée, comme si elle n'avait été ajoutée que pour éviter le nombre maléfique. Arrivé sur le palier, en haut de l'escalier, ton regard traverse le vestibule pour s'arrêter sur une porte fermée. Tu t'avances vers elle, le long du vestibule. C'est comme si ton regard était extérieur à toi, tandis que tu marches et que la porte devient de plus en plus grande et de plus en plus proche. Tu peux maintenant la toucher, poser ta main sur le bouton de cuivre terni. Il s'éloigna de la maison, la gorge sèche. Pas maintenant. Plus tard peut-être, mais pas maintenant. Il suffisait pour l'instant de savoir que tout était encore là. Elle l'avait attendu. Il s'appuya sur le capot de sa voiture et regarda la ville. Il chercherait qui s'occupait de Marston House et peut-être la louerait-il. Il serait très bien dans la cuisine pour écrire et s'il s'arrangeait un coin pour dormir dans le salon de devant. Mais il n'irait pas en haut, ça non. À moins qu'il n'y soit obligé. Il grimpa dans sa voiture, la mit en marche et descendit la colline en direction de Jerusalem Slot. Je m'arrête ici, puisque à la fin de la page commence un nouveau chapitre, mais je vous laisserai découvrir ce nouveau chapitre et la suite de cette histoire si le cœur vous en dit et si vous avez le cœur bien accroché. Je vous conseille énormément Salem de Stephen King, c'est un roman fascinant, autant dans l'écriture que dans l'histoire, que dans les images qui sont décrites, dans les métaphores qu'utilise Stephen King, c'est vraiment un génie. Et moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a occupé et que ça vous a distrait pendant le temps que vous m'avez écouté dans vos oreilles. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo de la série Calendar Diary.